sœur leva son verre et dit: un toast aux Hernandez, sauf à Elena, le mouton noir de la famille qui n'a que de l'argent. Mes parents ont ri. Alors j'ai levé mon verre et j'ai dit: un toast au mouton noir qui va arrêter de payer pour votre mariage. Aujourd'hui, la maison est calme. Le soleil de l'après-midi entre par la fenêtre, peignant un décor de sérénité que je n'aurais jamais cru possible. Je respire profondément, et l'air ne brûle plus ma poitrine. Mais il fut un temps, pas si lointain, où l'air de ma propre maison, le nid qui aurait dû être le mien, m'étouffait. Tout a commencé, ou peut-être culminé, cette nuit-là. Je m'appelle Elena, j'ai 35 ans, et aux yeux du monde extérieur, je suis une femme accomplie. J'ai ma propre entreprise d'organisation d'événements, celle qui planifie des mariages et des fêtes de 15 ans qui paraissent dans les magazines. Je gagne bien ma vie. J'habite un bel appartement dans un bon quartier de Mexico. Mais pour ma famille, les Hernandez, j'ai toujours été simplement le mouton noir. Pourquoi? Parce qu'à leurs yeux, à 35 ans, je suis toujours célibataire, sans enfant, et entièrement dévouée à mon travail au lieu d'avoir trouvé un bon parti et fondé une vraie famille. Ce qu'ils ont commodément oublié ou font semblant d'oublier, c'est que ce mouton noir a été le pilier financier de la famille pendant des années. J'ai payé les études de Lucie, ma petite sœur, parce qu'elle avait du potentiel. J'ai payé la compte pour sa première voiture, car elle avait besoin d'indépendance. J'ai couvert les coûteux frais médicaux de papa quand nous n'avions pas une bonne assurance santé. Je me souviens de cette nuit terrible aux urgences, quand sa douleur à la poitrine nous a tous terrifiés. L'employé de l'hôpital s'est adressé à moi et non à ma mère avec les formulaires et les questions sur le paiement. Même à ce moment-là, c'est moi qu'on identifiait comme le soutien de la famille. J'ai aidé à rembourser des dettes que je n'ai jamais vraiment comprises, des cartes de crédit mystérieusement épuisées, des prêts que je ne découvrais que lorsqu'il fallait déjà les sauver. Je n'ai jamais questionné les raisons derrière ces urgences financières. C'était ma famille et la famille s'entraide. C'était mon mantra. Je croyais en la famille avec une foi qui aujourd'hui me dérange. Je croyais qu'aimer signifiait se sacrifier, que donner unissait les gens. Je pensais qu'un jour, ils verraient ma valeur au-delà de mon carnet de chèques. Je pensais que si je donnais assez, si je me sacrifiais assez, ils finiraient par me reconnaître. Quelle naïveté! Comme je me suis accrochée désespérément au désir d'être valorisée, alors qu'à leurs yeux je n'étais qu'un distributeur automatique pratique, sans limite de retrait. Le dîner de fiançailles de Lucia et Miguel a été le cadre parfait de l'acte final de cette pièce familiale. La maison de mes parents était resplendissante. Maman avait passé des semaines à tout préparer, m'appelant presque tous les jours pour demander des contributions financières. Elena, il faut louer des chaises spéciales, disait-elle. Ou encore. Elena, la famille de Miguel attend du bon champagne, pas une piquette. Chaque appel se terminait par une notification de virement bancaire sur mon téléphone. Maman avait fait de son mieux, obsédée par l'idée de tout rendre parfait pour la famille de Miguel, une famille, bien comme il faut, le genre de gens que mes parents avaient toujours rêvé de côtoyer, riches, traditionnels, avec de l'argent ancien et des noms de famille importants. Il y avait des fleurs partout, des lys et orchidées importées, que j'avais payées, arrangées par le fleuriste hors de prix que maman insistait pour avoir. Des bougies brillaient dans des chandeliers en cristal achetés spécialement pour l'occasion, avec ma carte de crédit. Et ce parfum reconnaissable entre mille de la paella spéciale de maman flottait dans l'air, la recette qu'elle avait apprise dans le cours de cuisine que je lui avais offert à Noël dernier, et qu'elle ne faisait que pour les grandes occasions. Les ingrédients, bien sûr, avaient été livrés plus tôt dans la journée, débités directement de mon compte. Les rires et les conversations emplissaient la salle à manger, créant une bulle de bonheur apparent, une façade parfaite qui m'avait coûté presque 3 mois de bénéfice de mon entreprise. Tout le monde était là. Papa, dans son costume neuf que j'avais payé, découpant le jambon comme le patriarche fier qu'il se croyait être, distribuant des tapes dans le dos et racontant de vieilles blagues. Maman, élégante, servant du vin avec un sourire forcé, lâchant des allusions sur la difficulté d'organiser tout ça. Les oncles, les cousins, tous admirant la bague de fiançailles de Lucia, la félicitant chaleureusement. Et Lucia? Lucia était rayonnante, comme toujours. Ma sœur, la princesse de la famille, avec son sourire parfait, sa coiffure impeccable, et Miguel à ses côtés, la regardant comme si elle était le soleil.
Ils parlaient du mariage, des projets, de la lune de miel et je savais que la plupart de cela viendrait de ma poche. Ils avaient décidé de tout faire en grand, le meilleur lieu, le traiteur le plus cher, le groupe à la mode. Et moi, le mouton noir, c'était moi qui payais l'addition. J'étais assise dans un coin de la longue table, essayant de sourire, hocher la tête, répondre à des questions superficielles. Je sentais cette douleur habituelle à l'estomac, cette sensation d'être physiquement présente mais émotionnellement absente, comme une invitée payante dans l'histoire même de ma famille. Chaque compliment adressé à Lucia, chaque mention du mariage, était un rappel cruel de mon rôle secondaire, la sœur riche qui finance, mais qui ne participe pas à la vraie vie. La tension invisible pour Miguel et sa famille, mais palpable pour quiconque connaissait les Hernandez, flottait dans l'air. C'était comme si nous marchions tous sur des œufs souriants, sachant qu'à tout moment, quelque chose pouvait se briser. Et cette nuit-là, ce fut le cas. Le moment du toast officiel arriva. Papa s'éclaircit la gorge, leva son verre et prononça les mots attendus sur le bonheur et l'avenir. Ensuite, ce fut au tour de Lucia. Elle se leva dans sa robe de soie que j'avais également payée et leva son verre avec ce sourire capable de charmer même le diable. La salle à manger plongea dans un silence chargé d'attente. Et alors, elle prononça les mots qui brûlèrent mon âme comme de l'acide. À la santé de la famille Hernandez, à notre famille, au succès, à l'avenir, à l'amour, à la santé de tous. Elle fit une pause. Son regard croisa le mien, de l'autre côté de la table, et son sourire s'élargit, cruellement. Sauf à Elena, bien sûr le mouton noir de la famille, qui n'a que de l'argent. Un silence tendu et momentané flotta dans l'air. Et puis vinrent les rires, ceux de mes parents. Un rire aigu et moqueur, qui sonnait comme du verre brisé à l'intérieur de moi. Maman riait aux éclats en secouant la tête. Papa laissa échapper un petit rire et donna une tape sur le bras de Lucia. Quelques oncles rirent nerveusement, sans vraiment comprendre la cruauté, mais suivant le courant familial. Je me sentais comme si je me noyais. Ma poitrine se serra, comme si du fil barbelé s'enroulait autour de mes poumons. Les mots de Lucia n'étaient pas une blague. C'était une gifle publique validée par mes propres parents. À cet instant, quelque chose en moi se brisa. Ce n'était pas seulement de la douleur, c'était une rage glaciale, une clarté brutale. J'ai vu toute mon histoire avec eux défiler devant mes yeux. Les sacrifices ignorés. Le mépris déguisé. L'exploitation constante. Celle qui n'a que de l'argent? C'était ainsi qu'ils me définissaient. Pas mes efforts. Pas mon succès professionnel. Pas mon soutien inconditionnel. Juste l'argent que je leur donnais. J'ai baissé mon verre. Puis je l'ai de nouveau levé, lentement. Mes mains tremblaient légèrement, mais ma voix, quand je parlais, était étonnamment ferme. Claire. Elle fit taire tous les rires. Et j'ai dit, d'une voix résonnant dans le silence total de la salle à manger. J'ai regardé directement Lucia. Puis mes parents, dont les sourires s'étaient figés. Un toast au mouton noir. Je me suis arrêtée un instant. La tension était palpable. Je pouvais sentir la peur croissante dans l'air, mêlée au parfum de la paella et des fleurs. Puis j'ai terminé mon toast avec un calme terrifiant. Au mouton noir, qui va arrêter de payer pour votre mariage. La réaction fut immédiate. Plus de rire. La salle plongea dans un silence funèbre, brisé seulement par le bruit gênant de quelqu'un qui avalait difficilement sa salive. Les visages de mes parents et de Lucia devinrent pâles. Leurs yeux s'écarquillèrent, d'abord d'incrédulité, puis de colère. Miguel avait l'air complètement perdu. Personne ne dit un mot. L'atmosphère était lourde, suffocante. La bulle de bonheur parfait de la famille Hernandez avait explosé en 1000 morceaux. J'ai posé mon verre sur la table avec soin. Je me suis levée. Tous les regards étaient tournés vers moi. Je pouvais sentir le poids d'une centaine de regards sur moi. La maison où j'avais grandi me semblait soudain étrangère. Chaque photo de famille sur le mur semblait être une accusation. Excusez-moi, dis-je, d'une voix toujours basse, mais ferme. Il semble que j'ai perdu l'appétit. Je suis sortie de la salle à manger, de la maison, sans me retourner. L'air frais de la nuit fut un soulagement sur mon visage brûlant.
Je suis montée dans ma voiture et j'ai roulé sans but pendant un moment. Les paroles de Lucia et les rires de mes parents tournaient dans ma tête, comme un écho cruel et incessant. Ma poitrine était encore serrée, mais sous la douleur, quelque chose de plus fort et de plus clair prenait forme. Ce n'était plus seulement de la peine. C'était de la détermination. Je suis rentrée dans mon appartement et je me suis affalée sur le canapé. Les photos encadrées sur les murs, photos de réunions de famille, d'anniversaires, de vacances, semblaient maintenant se moquer de moi. Sur l'une d'elles, Lucia et moi étions bras dessus, bras dessous, le jour de sa remise de diplôme. Toutes deux souriantes. Ce jour-là, j'étais si fière, convaincue d'avoir aidé ma sœur à accomplir quelque chose d'important. Aujourd'hui, cette photo me semblait être la preuve de mon aveuglement face à une mythologie familiale que j'avais moi-même inventée dans ma tête. Les larmes sont venues, chaudes et amères, coulant sur mon visage et trempant le col de ma chemise coûteuse. Encore un vêtement que j'avais acheté pour impressionner ma famille ce soir-là, comme si cela pouvait prouver que je n'étais pas le mouton noir qu'ils pensaient que j'étais. J'ai pleuré pour la petite fille qui avait toujours voulu l'approbation de ses parents. Pour la petite Elena, qui ramenait des bulletins parfaits à la maison, seulement pour les voir négligés, pendant que les réussites moyennes de Lucia étaient fêtées avec enthousiasme. J'ai pleuré pour la sœur qui croyait au lien du sang, qui défendait Lucia contre les brutes dans l'enfance et qui, plus tard, payait ses dettes sans jamais poser de questions. J'ai pleuré pour la femme qui s'était laissée utiliser, qui avait mesuré sa valeur à ce qu'elle pouvait donner et à ce qu'elle pouvait endurer. J'ai pleuré pour l'humiliation. Pour l'injustice. Pour des années de sacrifices invisibles. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune larme. Jusqu'à ce que la fatigue me vide complètement. Mais dans ce vide, quelque chose de nouveau a commencé à germer. Une résolution froide et dure comme un diamant. Je n'allais plus être le mouton noir. Je n'allais plus être le porte-monnaie de la famille. Je n'allais plus me laisser piétiner. L'échec qu'il voyait en moi était, en réalité, ma liberté. Mon argent qu'il méprisait quand il venait de moi, mais désirait ardemment quand il allait vers eux, allait devenir mon outil. Le téléphone a commencé à sonner. Message, appel. J'ai ignoré la première vague. Mon portable a vibré toute la nuit, illuminant l'obscurité de la chambre toutes les quelques minutes. Le matin venu, j'avais 37 appels manqués de ma mère. 23 de Lucia. Et une douzaine de mon père. Le groupe WhatsApp familial habituellement inactif, sauf quand quelqu'un avait besoin d'argent, avait explosé de messages. La plupart m'étaient adressés. Ils remettaient en question ma santé mentale, ma loyauté, jusqu'à ma personne même. Je savais ce qui allait venir. Des tentatives de minimiser ce qui s'était passé. Des tentatives de me faire culpabiliser. Des tentatives de me manipuler pour que je retire ce que j'avais dit et que je rouvre mon portefeuille. Je suis passé en revue les notifications sans ouvrir les messages, voyant juste assez dans les aperçus pour comprendre la stratégie. Elena, comment as-tu pu dire ça? Nous sommes tous choqués. Les parents de Miguel pensent maintenant que nous sommes une famille dysfonctionnelle, disait un message de maman. Quelle honte tu nous as faite. Un autre message, envoyé par elle à 3h04 du matin, probablement après avoir trop bu du vin cher que j'avais moi-même acheté pour ce dîner. C'était une blague, Elena. Tu as toujours été si dramatique, écrivait Lucia, accompagnée d'émojis qui levaient les yeux au ciel, comme si j'étais irrationnelle de me sentir blessée. Il faut qu'on parle. Ton attitude était inacceptable. Ceci, de la part de papa. Son message était totalement dépourvu d'autocritique, aucune allusion au fait que, peut-être, leur attitude était enfin devenue inacceptable pour moi. J'ai supprimé tous les messages. Sans répondre. Je ne leur devais rien. Ni explication, ni excuse. La première chose que j'ai faite le lendemain, ce fut d'appeler Sofia. Sofia est ma meilleure amie depuis la fac. Elle m'a toujours dit. Tu ne leur dois rien. Tu construis ta vie, pendant que vivent sur la tienne. Sofia, avec sa voix calme mais ferme, m'a écouté raconter toute l'histoire. Elle n'a montré aucune surprise. Ils l'ont fait, hein? A-t-elle dit. Je savais qu'un jour ou l'autre, il franchirait la ligne. Sa validation fut un baume. Elle m'a fait sentir que je n'étais pas folle,
que ma réaction n'était pas exagérée. Et puis elle m'a donné le premier conseil concret. Documente tout, Elena. Chaque virement, chaque message, chaque email où il te demande de l'argent. Tu dois tout avoir noir sur blanc. J'ai passé les jours suivants plongés dans des relevés bancaires, d'anciens emails, des conversations WhatsApp. Ma table à manger avait disparu sous des piles de feuilles imprimées, surlignées de fluo éclatant. Chaque document représentait un moment où j'avais choisi le devoir familial plutôt que l'autopréservation. Ce fut un voyage douloureux dans le passé. Un registre de chaque fois où j'avais dit oui quand j'aurais dû dire non. De chaque transfert effectué sans poser de questions. De chaque explication vague que j'avais acceptée, parce que douter semblait être une trahison. Chaque transfert était comme un coup de couteau. 20 000 pour les frais de scolarité de Lucia dans cette université privée à laquelle elle tenait, malgré une bourse dans d'excellentes universités publiques. 45 000 pour la compte de sa voiture européenne, alors qu'un modèle national aurait largement suffi. 80 000 pour le traitement dentaire de papa, parce qu'il exigeait d'aller chez le dentiste célèbre qui s'occupait d'une star de telenovela. 150 000 pour le voyage familial à Cancun, où j'avais une chambre pour moi seule mais j'avais payé l'hébergement, les repas et les excursions pour tout le monde. Voir les chiffres, ainsi, sans la manipulation émotionnelle qui accompagnait généralement les demandes, fut à la fois éclairant et dévastateur. Voir tous les montants réunis était étouffant. Colonne après colonne de virements sortant de mon compte. Chacun étiqueté par une description bancaire rapide et clinique qui effaçait la culpabilité et le poids de l'obligation derrière chaque acte. Virement pour eux, Hernandez. Paiement services hospitaliers. Dépôt. Agence de voyage. Les totaux en bas de chaque page devenaient de plus en plus alarmants, au fur et à mesure que je remontais les années de relevés financiers. C'était une somme colossale. Une part significative de tout ce que j'avais durement construit au fil des ans. Et ce fut au cours de cette plongée dans le passé que je suis tombée sur quelque chose qui me glaça le sang. Je cherchais d'anciens emails de mes parents concernant les frais de scolarité, quand je suis tombée sur un échange de messages datant d'environ 10 ans, entre maman, papa et un avocat. Ils parlaient du partage des biens de grand-mère Carmen. Ma grand-mère maternelle est décédée quand j'étais petite, et on m'avait toujours dit qu'elle n'avait presque rien laissé. Mais dans ces emails, il était question d'un petit bien immobilier dans une ville du Jalisco et d'une somme d'argent que ma grand-mère avait laissée spécifiquement pour moi, pour mon avenir et mes études. Le montant n'était pas une fortune, mais à l'époque, quand j'étais fauchée à cause de l'université, cela aurait tout changé. Les emails détaillaient comment papa et maman avaient rapidement vendu le bien et redirigé l'argent, arguant qu'il y avait des dettes urgentes, et justifiant que j'étais trop jeune pour avoir à porter ce fardeau. Ils avaient tout planifié pour que je ne découvre jamais la vérité. Ils m'avaient volé mon héritage. La découverte fut dévastatrice. Il ne s'agissait plus seulement d'années d'exploitation financière, où l'on m'extorquait par la culpabilité, le devoir et une gratitude manipulée. Ils m'avaient menti. Ils m'avaient volé quelque chose qui m'appartenait de droit. Quelque chose que ma grand-mère avait mis de côté avec amour, non pas pour payer des factures de carte de crédit ou financer les affaires ratées de papa. Je me suis rappelé ce qu'ils avaient dit de grand-mère Carmen après sa mort. Elle a toujours été économe, disait maman avec ce petit sourire sarcastique. Elle a vécu avec simplicité. Elle est morte avec simplicité. Elle n'a laissé que des souvenirs. Et j'avais cru à cela. J'avais cru au souvenir de cette petite cuisine qui sentait le pain frais, à ses mains patientes m'apprenant à broder, à sa dignité silencieuse qui ne ressemblait en rien au reste de la famille Hernandez, si bruyante. Maintenant je comprenais pourquoi. Elle voyait peut-être clair en eux. Et dans son dernier geste, elle avait tenté de m'offrir un départ, une sécurité hors de leur emprise. La colère que j'avais ressentie au début fit place à une détermination glaciale. J'ai imprimé ces emails. J'ai créé un dossier séparé intitulé « Héritage ». J'y ai ajouté des notes, des dates et des calculs sur ce que cette somme aurait pu rapporter si elle avait été investie correctement au fil des années. Ce n'était plus une histoire de mariage. Ce n'était plus à propos du toast cruel de Lucia. Ni des rires de mes parents. C'était un schéma de manipulation et de trahison qui s'étendait sur toute une vie. Les appels et messages de mes parents devenaient plus insistants. Et plus agressif.
Il voulait savoir si j'étais sérieuse à propos de l'annulation du mariage. Lucia m'a envoyé des audios en pleurs, disant que je détruisais son rêve. Papa m'a menacé d'un procès si je ne respectais pas nos accords. Maman est tombée malade à cause de moi. C'est alors que j'ai décidé que j'avais besoin d'aide professionnelle. Sur les conseils de Sophia et la recommandation d'une collègue, j'ai contacté une avocate spécialisée en droit civil et familial, Maître Roberts. Je lui ai raconté mon histoire, le cœur serré. Je lui ai montré tous les documents que j'avais réunis. Je lui ai montré les emails au sujet de l'héritage de ma grand-mère. Maître Roberts, une femme d'âge mûr au regard perçant mais bienveillant, m'a écouté avec attention. Elle a confirmé ce que je redoutais. Vous avez un dossier, non seulement pour vous protéger des menaces concernant le mariage, mais aussi pour réclamer votre part de l'héritage détourné et peut-être même une compensation pour des années d'enrichissement injuste, si nous pouvons prouver que votre soutien était involontaire, le fruit d'une manipulation émotionnelle. Puis elle a ajouté. Elena, vous avez été victime de violences financières et émotionnelles pendant des années. Porteur ce toast, ce soir-là, fut un acte de légitime défense. Ces mots m'ont donné une force immense. Je n'étais plus seule. J'avais désormais une stratège à mes côtés. Sous sa direction, j'ai envoyé une lettre formelle à mes parents et à Lucia. J'ai passé des heures à la rédiger avec l'avocate, choisissant chaque mot avec soin. Nous avons opté pour du papier crème épais, avec l'entête de mon entreprise. Un rappel subtil du succès professionnel qu'ils avaient toujours minimisé. La lettre a été envoyée en recommandé avec accusé de réception. J'ai appris plus tard, par un cousin plus compréhensif, que la main de ma mère tremblait en signant, sentant peut-être déjà que cette lettre n'était pas comme les autres, pas celle d'une fille, obéissante. C'était une lettre froide et directe. Sans émotion. Sans supplication. Factuelle. Résolue. Avec la voix ferme de celle qui se réveille d'un long sortilège de manipulation. Dans la lettre, j'annonçais que je retirais mon soutien financier au mariage. Je détaillais tout l'historique de mes contributions, avec montant et dates exactes. Et je mentionnais, de façon subtile, que j'étais désormais au courant de la situation liée à l'héritage de ma grand-mère, et que je comptais consulter un avocat pour récupérer ce qui me revenait. Maître Roberts avait conseillé cette approche indirecte. Ne pas commencer par l'héritage, mais glisser le sujet dans la lettre comme un avertissement discret, mais clair. Ce n'était pas une menace. C'était une déclaration d'indépendance. Et de fait, l'envoi de cette lettre a déclenché un véritable tremblement de terre. La réaction de la famille Hernandez ne fut ni la négociation, ni la compréhension. Ce fut une fureur déchaînée, une tempête de colère qui confirma tout ce que Maître Roberts m'avait déjà averti. Quand les gens ont l'habitude de vous contrôler, m'avait-elle dit lors de l'une de nos réunions, le regard sérieux derrière ses lunettes élégantes. Ils réagissent avec une rage démesurée dès que ce contrôle est menacé. Préparez-vous. Malgré cet avertissement, l'intensité de leur réaction m'a choquée. Quelques heures après avoir reçu la lettre, les attaques ont commencé. Des menaces par téléphone. Mon père a appelé à plusieurs reprises le numéro de mon bureau, jusqu'à ce que mon assistante me demande si elle devait le bloquer. Tu ne sais pas ce que tu fais? Tu vas le regretter, Elena. La famille, c'est tout. Sans nous, tu n'es rien. Sa voix était rauque et traînante lors du seul appel que j'ai décroché, signe évident qu'il avait bu. Des messages remplis d'insultes ont envahi mon portable. Ma mère, toujours si soucieuse des apparences, m'a envoyé paragraphe sur paragraphe de venin, remettant en cause autant ma santé mentale que ma moralité. Ce n'est pas étonnant que tu sois seule, disait un message. Qui pourrait aimer quelqu'un d'aussi froid et ingrat? Lucia alternait entre supplications en larmes et attaques cruelles, parfois dans le même message. Comment as-tu pu me faire ça? Était aussitôt suivi de. Tu as toujours été jalouse de moi, de ce que j'ai et que tu n'as jamais réussi à obtenir. Elena a perdu la tête. L'argent lui est monté à la tête. Elle veut détruire sa propre famille. Ça faisait mal. Chaque mensonge, chaque coup dans le dos, était du sel sur une plaie béante. Certains membres de la famille que j'appréciais ont commencé à s'éloigner. Des amis communs ont commencé à me regarder étrangement.
Je sentais que ma réputation, construite à force de travail et d'intégrité, était en train d'être détruite par ceux-là même qui étaient censés me protéger. Et puis est venu le second coup dur. Celui qui a failli m'anéantir. J'ai reçu un message de Laura. Laura était ma cousine germaine, presque du même âge que moi. Nous avions toujours été très proches. Confidentes lors des repas de famille, on riait ensemble de la folie des oncles et tantes, on partageait le poids des attentes familiales. Je pensais vraiment qu'elle comprendrait. Qu'elle serait de mon côté. Je lui ai expliqué brièvement ce qui se passait. Elle m'a répondu avec un message apparemment solidaire, me demandant plus de détails. Naïvement, j'ai fait confiance. Je lui ai raconté davantage. J'ai envoyé des captures d'écran des messages de mes parents. J'ai partagé ma douleur. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel furieux de l'oncle Carlos, le père de Laura. Il a crié sur moi, répétant les mensonges inventés par mes parents en y ajoutant ses propres insultes. Mais le pire fut lorsqu'il a mentionné des choses que j'avais confiées uniquement à Laura. Mon cœur s'est brisé. Laura m'avait trahi. Elle avait transmis mes messages, mes confessions les plus vulnérables à ses parents, pour qu'ils les donnent aux miens ou qu'ils les utilisent contre moi. C'était le second coup de poignard, mais cette fois-ci, il venait de quelqu'un qui se présentait comme une alliée. Ce fut mon point le plus bas. Entre les menaces, la diffamation, la trahison de Laura et le poids d'années de souffrance, j'avais l'impression de me noyer à nouveau. Est-ce que tout cela en valait la peine? Affronter mon propre sang? Je me suis enfermée dans mon appartement. Je ne voulais voir personne. Les voix de ma famille, ancienne et récente, résonnaient dans ma tête. Ratée. Égoïste. Folle. Mais, au cœur de l'obscurité, je me suis souvenu de la voix de Maître Roberts. Je me suis souvenu de son indignation en découvrant le vol de mon héritage. Je me suis souvenu des rires de mes parents durant les repas. Je me suis souvenu pourquoi j'avais commencé tout cela. Pas par vengeance, mais pour retrouver ma dignité, mon amour-propre, ma vie. Je ne les laisserai pas gagner. Je me suis relevée. J'ai essuyé mes larmes. J'ai recontacté Maître Roberts. Je lui ai parlé de Laura. Elle n'était pas surprise. Dans ces cas-là, m'a-t-elle dit, la loyauté familiale peut être aveugle et cruelle. Elle m'a guidée vers la prochaine étape. Il était temps d'un affrontement direct, avec des preuves et, si possible, des témoins qui ne pouvaient être facilement manipulés. L'occasion est venue de façon inattendue. Ma grande-tante Carmen, une femme âgée et respectée dans la famille, organisait un déjeuner. Elle ne m'a pas invitée formellement, mais m'a appelée en privé et m'a dit « Elena, je sais qu'il y a des problèmes. Viens déjeuner. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Tes parents seront là aussi. » C'était potentiellement un piège, mais aussi une chance. J'ai décidé d'y aller. Mais pas seule. J'ai demandé à Sophia de m'accompagner non comme participante active, mais comme présence discrète, une alliée silencieuse, là pour observer. En plus, suivant les conseils de Maître Roberts, j'ai apporté une petite pochette avec les preuves les plus solides. Principaux virements bancaires. Copie des emails concernant le testament de ma grand-mère. Quelques-uns des messages les plus offensants de mes parents et de Lucia. Le déjeuner chez tante Carmen. Ils étaient tous là, avec des sourires tendus. Ils me regardaient avec ressentiment. L'atmosphère était oppressante, pleine de silence gênant et de discussions forcées sur des banalités. Ma grande-tante, perspicace, tenta d'apaiser les tensions, mais l'hostilité était palpable. Après le repas, avec son autorité tranquille, elle déclara « Eh bien, maintenant que nous avons mangé, je pense qu'il est temps d'éclaircir certaines choses, non, Lucia ? Nous ne sommes pas ici pour nous disputer, mais pour comprendre. » Mes parents furent les premiers à prendre la parole. Ils répétèrent leur version des faits. J'étais ingrate, égoïste, déséquilibrée. Je voulais ruiner le mariage de Lucia par pure méchanceté. Lucia ajouta des commentaires larmoyants sur la douleur de se sentir trahie par sa propre sœur. C'était une attaque coordonnée, pleine de fausseté et d'auto-apitoiement. Je sentais la colère me monter à la gorge, mais je restais sereine. Sophia, assise à mes côtés, me serra doucement la main.
Quand ils eurent terminé, ma grande-tante me regarda. « Elena, qu'as-tu à dire à ce sujet ?» Je pris une grande inspiration. Je regardai mes parents, Lucia. Le nœud glacé dans mon ventre me donna de la force. J'avais apporté quelque chose avec moi, et je dis, en sortant la chemise de mon sac. Pas pour me disputer, comme l'a dit tante Carmen, mais pour exposer la vérité. La vérité sur les raisons qui m'ont poussé à refuser de financer un autre mariage. Je commençai d'une voix claire et ferme. Bien que mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes et que ma bouche était sèche, je parlais de toutes ces années de soutien financier. Chaque mot semblait sortir du plus profond de moi, de cet endroit où j'avais enfoui le ressentiment, la douleur et la colère silencieuse d'avoir été utilisée et rabaissée. Étonnamment, ma voix ne trembla pas en exposant l'impact de cette exploitation. « Vous dites que je n'ai que de l'argent », dis-je en regardant Lucia, dont le maquillage parfait ne cachait pas les cernes, preuve de la tension accumulée ces dernières semaines. La bague de fiançailles brillait à son doigt, un diamant de 3 carats. Je soupçonnais déjà qu'elle calculait comment le garder, même si le mariage n'avait pas lieu. Mais cet argent, c'est le fruit de mon travail. De mes matins tôt et de mes nuits tardives, à bâtir une entreprise à partir de rien. Ce n'est pas un héritage, ni une relation, juste du travail acharné. Un effort que j'ai utilisé pour payer tes études. Je sortis les copies des virements bancaires et les déposai sur la table, le bruit du papier tombant sur le bois verni retentissant comme un point final. Des années de transactions, près d'un demi-million rien que pour l'éducation. Pour t'aider avec ta voiture, puis je sortis d'autres reçus pour couvrir des dépenses imprévues de ton père. D'autres documents encore. La famille de Miguel, qui était présente, commença à montrer des signes de malaise. Certains parents me regardaient, incrédules. Puis je portai le coup le plus dur, et quand je dis que j'avais été volée par ma propre famille, ma voix se brisa légèrement à cause de la douleur, mais je restai debout. Vous, maman et papa, vous m'avez volé. Vous avez volé mon héritage. Je montrai les copies des emails datant d'il y a 10 ans, concernant l'héritage de grand-mère Carmen. Je les tendis d'abord à ma tante Carmen. Puis j'en proposai des copies aux autres membres de la famille présents. Grand-mère Carmen, ma voix se raffermit en la regardant. Voulait que cet argent me revienne, pour mes études, pour mon avenir. Vous l'avez pris. Vous m'avez menti pendant 10 ans. Le visage de mes parents était un mélange de terreur et de fureur. Ma mère balbutiait en niant. Mon père tentait d'arracher les papiers de la table. Lucia resta bouche bée. Et puis survint le moment décisif, celui que je n'attendais vraiment pas. Ma grande-tante Carmen, après avoir lu les emails, leva les yeux avec une tristesse et une déception profonde, et regarda ses neveux et nièces. « C'est vrai », dit-elle d'une voix claire et posée, mais avec une autorité que personne ne pouvait ignorer. Je savais que Carmen voulait laisser quelque chose à Elena. J'ai posé la question à l'époque et on m'a dit que c'était compliqué et que ce n'avait pas été possible. Je ne savais pas qu'ils avaient fait ça. Le témoignage d'une personne neutre et respectée fut la validation ultime. La scène devint chaotique. Mes parents crièrent sur ma grande-tante et sur moi, niant tout malgré les preuves. Lucia se mit à pleurer de façon hystérique, m'accusant de détruire tout. Le masque de la famille respectable des Hernandez s'effondra devant plusieurs témoins. Il n'y avait aucun remords dans leurs yeux, seulement de la rage parce que leurs mensonges avaient été exposés. Je me levai. Je n'ai plus rien à dire. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Je regardai une dernière fois mes parents et Lucia. J'espère que tu trouveras un moyen de financer ton mariage, Lucia. Et à mes parents. Je suis prête à parler de l'héritage de grand-mère Carmen avec mon avocate. Je quittai la maison de ma grande-tante avec Sofia à mes côtés. L'air de l'après-midi était frais, purificateur. Je tremblais. J'avais peur, mais je restais droite. J'avais dit ma vérité et montré les preuves. Le moment de justice n'avait pas eu lieu dans un tribunal, mais dans une grande salle à manger tendue, devant les membres de la famille. Et cela avait suffi. Les conséquences pour la famille Hernandez furent immédiates et douloureuses. Le mariage de Lucia fut annulé. La famille de Miguel, après avoir appris le scandale, rompit les fiançailles. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre parmi les proches.
Certains prirent leur parti, d'autres s'éloignèrent simplement de mes parents. Leur réputation reçut un coup sévère. Ils n'étaient plus cette famille parfaite et unie qu'ils prétendaient être. L'argent et le statut qu'ils valorisaient tant avaient été ébranlés. Ils durent vendre le petit bien immobilier qu'ils m'avaient volé pour commencer à rembourser leurs dettes et éviter de plus gros ennuis juridiques liés à l'héritage. Mon chemin n'a pas été facile après cela. Avancer après une rupture familiale aussi profonde n'est jamais simple. La famille Hernandez n'a pas disparu de ma vie du jour au lendemain, comme si l'on fermait la porte sur un mauvais rêve. Les liens du sang, l'histoire partagée, les souvenirs d'enfance, ces liens s'étirent, se tendent, mais se rompent rarement de façon nette. Ils continuent à tenter de me contacter parfois, par des menaces voilées sur ce qu'ils pourraient dire à des amis communs ou à des contacts professionnels. D'autres fois, ils utilisent la culpabilité, déguisée en souci pour mon bien-être. La tension de ton père a explosé à cause de tout ça, écrivait ma mère dans un email, 3 semaines après l'affrontement. Si quelque chose lui arrive, j'espère que tu pourras vivre avec ça. Mon père, dont j'avais financé les soins médicaux pendant des années, n'avait apparemment aucun scrupule à utiliser à nouveau sa santé contre moi. L'attitude de Lucia a changé avec le temps. Sa colère initiale a laissé place à des tentatives de réconciliation calculées qui incluaient invariablement des demandes d'argent. « Tu me manques, sœur », commençait un message, pour se terminer par « J'ai trouvé un petit endroit parfait, qui ne coûterait que la moitié de ce que nous avions prévu. » La transparence de cette manipulation en aurait presque été risible, si ce n'était pas aussi profondément triste. Mon avocate a commencé à envoyer des communications officielles, établissant des limites claires. J'ai dû apprendre à dire non sans me sentir coupable. Les attaques sur les réseaux sociaux ont diminué quand certains membres de la famille ont commencé à défendre ma version ou simplement demandé que cessent les rumeurs. Le processus de guérison a été long. La douleur de la trahison ne disparaît jamais complètement. Elle se transforme. J'ai dû faire le deuil de la famille idéalisée, celle qui n'a jamais vraiment existé. J'ai compris que les liens du sang ne garantissent ni l'amour, ni le respect, ni la loyauté. J'ai dû me pardonner d'avoir permis qu'on me traite ainsi pendant si longtemps, d'avoir eu ces angles morts par amour ou par besoin d'approbation. J'ai trouvé ma véritable famille ailleurs. En Sofia, dont l'amitié indéfectible a été mon ancre. En ma grande-tante Carmen, qui m'a prouvé que l'intégrité existe. En collègues et amis qui m'ont soutenu. J'ai construit des relations fondées sur le respect mutuel, l'honnêteté et le soutien inconditionnel, des choses que je n'ai jamais eues dans la maison où j'ai grandi. J'ai appris la valeur inestimable des limites personnelles. Établir des limites ne signifie pas rejeter les gens, mais se protéger. C'est un acte fondamental d'amour-propre. Récupérer une partie de l'héritage de ma grand-mère n'a pas été qu'une question d'argent, mais une question de principe, la validation que j'avais été lésée. Une petite victoire juridique, mais une grande fermeture de chapitre. Aujourd'hui, 3 ans après ce fameux dîner, je vis en paix. J'ai redécoré mon appartement. Toutes les traces de l'esthétique de la famille Hernandez ont été supprimées et remplacées par des couleurs et textures qui me procurent de la joie. Les photos de famille, autrefois en évidence, sont maintenant rangées dans une boîte dans mon placard, pas jetées, mais elles ne définissent plus mon espace. J'ai créé un sanctuaire qui reflète la femme que je suis devenue, et non la fille qu'on voulait que je sois. Mon entreprise prospère au-delà de mes espérances. Sans le poids constant de devoir subvenir au style de vie de ma famille, j'ai pu réinvestir dans mon activité, élargir nos services et embaucher des personnes talentueuses partageant ma vision. Aujourd'hui, nous organisons des événements pour des clients internationaux. Et, l'année dernière, notre travail a fait la une d'un magazine prestigieux, un succès ignoré par la famille Hernandez, mais fêté avec champagne et danse par ceux qui m'aiment réellement. J'ai désormais des relations saines, des amitiés et des histoires d'amour fondées sur le respect, et non sur l'obligation. J'ai même commencé à fréquenter quelqu'un. Un architecte doux et accompli qui voit mon indépendance comme une force, et non comme un échec. Il comprend mes limites en matière d'argent et de famille. Ayant lui-même vécu une histoire familiale compliquée, il m'apprend ce que cela signifie d'être aimé pour ce que je suis, et non pour ce que je peux offrir. Parfois, je ressens encore une pointe de tristesse pour ce que cela aurait pu être. Mais cette tristesse est bien faible comparée à la liberté que j'ai conquise.
Je ne suis pas un échec. Je suis une survivante. Je suis résiliente. Je suis maîtresse de ma vie et de ma dignité. L'histoire de la famille Hernandez est un avertissement. C'est un exemple de comment la cupidité, le contrôle et l'absence d'amour véritable peuvent détruire des liens censés être indestructibles. Mon histoire est un rappel que, parfois, pour se trouver soi-même, il faut avoir le courage de s'éloigner de ceux qui nous enfoncent, peu importe qui ils sont. La véritable famille n'est pas toujours celle du sang. C'est celle que vous choisissez, qui vous respecte, qui vous aime pour ce que vous êtes, et non pour ce que vous avez ou ce que vous faites pour elle. Et avec le recul, je ne regrette pas d'avoir porté ce toast ce soir-là. C'est l'acte qui m'a libérée. Le prix à payer a été élevé, oui. Mais la liberté, elle, n'a pas de prix. Commentaire Madame Reddit. Cette histoire me touche profondément, car elle parle de quelque chose que beaucoup de gens vivent. La douleur de se sentir trahi par ceux qui devraient nous soutenir. Et la lutte pour retrouver notre propre dignité et notre liberté. Parfois, la famille de sang n'est pas celle qui nous soutient, mais celle que nous choisissons de construire au fil du temps. Avec respect, amour véritable et sincérité. J'espère que cette histoire vous inspirera à valoriser ceux qui méritent vraiment d'être à vos côtés. Et surtout, à ne jamais renoncer à vous-même, même quand tout semble difficile. Et vous? Avez-vous déjà vécu quelque chose de semblable? J'aimerais beaucoup lire vos témoignages dans les commentaires. Et voilà qui conclut une nouvelle histoire émouvante venue de Reddit. Si elle vous a plu, laissez un like, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits incroyables. Ne manquez pas le prochain.